Bienvenue pour cette nouvelle analyse affût. Aujourd'hui, notre exploration approfondie nous emmène directement dans les coulisses du marché des transferts de la Première Ligue. Ouais, un sujet toujours aussi bouillant. Absolument. Et l'idée ici n'est pas simplement de lister des rumeurs, loin de là. C'est plutôt de comprendre la mécanique complexe qui se cache derrière tout ça. Il faut vraiment voir ce marché comme une gigantesque bourse aux valeurs. C'est exactement le terme. Une bourse. Voilà, une bourse où l'information, le timing et bien sûr la psychologie dictent absolument chaque mouvement. Pour mener à bien notre décryptage aujourd'hui, nous nous appuyons sur de récents rapports issus de la presse anglaise. Et des rapports très pointus. Tout à fait, et tout particulièrement sur les indiscrétions très spécifiques publiées par le média Caught Offside. Notre mission aujourd'hui est d'analyser l'impact d'un seul individu, un jeune joueur de 21 ans, sur la stratégie globale de clubs aux moyens colossaux. C'est ça qui est dingue en fait. Un seul joueur. Exactement. Il s'agit de comprendre comment un talent peut, en l'espace de quelques mois seulement, forcer des institutions sportives majeures à revoir totalement leur planification à long terme. Bon, décortiquons ça. Je suis prêt. Le point de départ de toute cette effervescence médiatique porte un nom, c'est El Hadji Malick Diouf. Et la première chose qui frappe à la lecture de ces rapports, c'est la densité incroyable de son profil pour un joueur aussi jeune. Ouais, le profil est déjà très lourd. Nous parlons quand même d'un international sénégalais qui possède déjà à son palmarès un titre de champion d'Afrique avec le Sénégal. Et tout cela, je le rappelle, à seulement 21 ans. Ce qui est fascinant ici, c'est ce que ce palmarès précoce indique sur le plan strictement mental. Gagner une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est vraiment pas seulement une question de talent technique. C'est un vrai parcours du combattant. Mais totalement. C'est un tournoi réputé pour son intensité physique extrême, ses conditions climatiques qui sont parfois, disons-le, très éprouvantes, et puis la pression populaire colossale qui pèse sur les nations majeures. Et le Sénégal en est une. C'est une institution du football africain. Voilà. Donc, quand un joueur de 21 ans parvient à intégrer un tel groupe, à se faire sa place et à soulever un trophée continental de cette envergure, cela envoie un signal très clair. Aux cellules de recrutement, on imagine. Exactement, aux cellules de recrutement européennes. Cela signifie que l'on n'a pas affaire à un talent brut qu'il faut materner ou rassurer en permanence. On a face à nous un compétiteur déjà formaté pour les matchs à élimination directe, pour la très haute pression. Le talent attire le regard, bien sûr, mais c'est vraiment cette résilience mentale précoce qui valide un profil aux yeux des recruteurs de l'élite. C'est un excellent point de départ parce que justement, cette résilience a été mise à rude épreuve très rapidement dans sa carrière de club. Ah oui, le saut a été brutal. Si l'on retrace son historique récent tel que c'est rapporté par nos sources de Caught Offside, son arrivée dans le football anglais ne remonte qu'à l'été dernier. C'est tout récent. C'est hier à l'échelle du football. Exactement. Il a quitté le SK Slavia Prague pour rejoindre West Ham United. Et c'est là qu'une vraie question se pose pour notre analyse. On sait que la marche entre le championnat tchèque et la Première Ligue est censée être immense. Elle est gigantesque, la marche. Pourtant, selon les données, il s'est installé directement comme titulaire. Et il est légitime de se demander comment on peut expliquer qu'un joueur puisse ignorer cette fameuse période d'adaptation, celle que l'on décrit toujours comme obligatoire. C'est précisément cette transition sans friction qui affole le marché actuel. L'erreur que beaucoup d'analystes font, en fait, c'est d'évaluer le passage du Slavia Prague à West Ham uniquement sous le prisme du niveau technique pur. Alors que c'est plus profond que ça. Et le véritable choc est tactique. Il est même paradigmatique. Au Slavia Prague, il évoluait fort probablement dans une équipe dominante, une équipe qui avait la possession du ballon la majorité du temps, qui dictait le rythme des rencontres le week-end. Une équipe qui joue l'offensive globalement. C'est ça. Et en arrivant à West Ham, l'été dernier, il a dû faire face à une réalité drastiquement différente. West Ham est une équipe qui subit davantage, qui joue énormément sur des transitions rapides. Et surtout, c'est un contexte où la moindre erreur défensive se paye cash, parce qu'en face, vous avez les meilleurs attaquants du monde. La fameuse intensité de la Première Ligue. Voilà, réussir à basculer d'un logiciel de domination, disons, à un logiciel de résistance et de transition en l'espace d'une seule préparation estivale, tout en s'imposant comme titulaire absolu, c'est une anomalie statistique et sportive. C'est l'indicateur d'une intelligence tactique largement supérieure à la moyenne. Et justement, parlons de ces statistiques, parce qu'elles méritent vraiment qu'on s'y attarde longuement. Elles sont bluffantes. Les rapports indiquent qu'il a déjà accumulé 24 matchs, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée. 24 matchs, en sachant que nous ne sommes même pas à la fin de la saison et qu'il est arrivé seulement l'été dernier. Le volume est impressionnant.
Du coup, je me fais l'adonc du diable une seconde. Est-ce que ce chiffre traduit réellement une confiance inébranlable de la part de l'entraîneur, ou bien est-ce plutôt le symptôme d'un effectif de West Ham qui manque cruellement de profondeur à ce poste, ce qui forcerait un peu le manager à l'utiliser jusqu'à l'épuisement? C'est une nuance très pertinente. Il est fort probable, à mon avis, que les deux réalités coexistent. L'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Un effectif en difficulté s'appuie inévitablement sur ses rares éléments fiables. Cependant, accumuler 24 apparitions au plus haut niveau anglais en si peu de temps, pour un joueur de 21 ans, cela valide une caractéristique fondamentale. Une caractéristique que l'on oublie souvent d'évaluer. Laquelle? La fiabilité biomécanique. Ah, la capacité à enchaîner donc. Exactement. Dans le football moderne, la meilleure des capacités, c'est la disponibilité. Un joueur peut être un génie tactique, s'il passe la moitié de la saison à l'infirmerie à cause de l'intensité des contacts ou de la répétition des efforts, sa valeur s'effondre. C'est logique. Disputer 24 matchs dans un laps de temps aussi court prouve au grand club que son corps encaisse le choc de la Première Ligue. Il a prouvé sa solidité structurelle face au championnat le plus exigeant du monde. Ce qui nous amène à la donnée la plus surprenante de son bilan actuel. Toujours selon nos sources de Code Offside, en plus de sa solidité défensive, il affiche déjà 5 passes décisives à son compteur personnel. C'est énorme. Pour notre audience, il faut bien contextualiser ce chiffre. 5 passes décisives, c'est un rendement qui le place parmi les joueurs les plus influents du championnat à son poste de latéral gauche. Tout à fait. Mais ce qui me frappe, c'est le paradoxe de cette statistique. Comment un défenseur peut-il être aussi prolifique offensivement alors qu'il joue pour une équipe qui, avouons-le, ne passe pas vraiment ses matchs à camper dans la surface de réparation adverse? L'analyse de ces 5 passes décisives est vraiment centrale pour comprendre l'engouement autour de lui. Si un latéral qui évolue dans une équipe dominant le championnat délivre 5 passes décisives, c'est bien sûr une excellente performance. Mais c'est plus facile. Voilà, c'est en partie facilité par le fait que son équipe a constamment le ballon dans le dernier tiers du terrain. Il bénéficie de nombreuses opportunités de centrer, de combiner. Dans le cas de West Ham, c'est l'inverse absolu. Les ballons se font rares. Les phases offensives sont plus rares. Elles sont sporadiques. Par conséquent, pour qu'un latéral parvienne à délivrer 5 passes décisives dans ces conditions spécifiques, cela requiert une efficacité clinique. Il ne faut pas gâcher. C'est ça. Cela signifie que ces montées offensives sont extrêmement bien choisies dans leur timing et que la qualité technique de son dernier geste, que ce soit un centre, une passe en retrait ou même un renversement de jeu, est d'une précision redoutable. Il optimise le peu de ballons offensifs qu'il a à négocier. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il faut aborder l'éléphant dans la pièce. Le contexte de ses performances est loin d'être idyllique. C'est le moins qu'on puisse dire. West Ham traverse une crise sportive sévère en ce moment, se retrouvant complètement englué dans la lutte pour le maintien. Quiconque suit un tant soit peu le sport de haut niveau, c'est qu'une lutte pour la relégation, c'est un environnement toxique. Extrêmement pesant, oui. La peur de la descente paralyse souvent les initiatives, les supporters sont nerveux, la direction est sous une pression constante, et au milieu de ce marasme collectif, notre jeune défenseur de 21 ans, lui, continue de distribuer des passes décisives. Comment la psychologie du sport analyse-t-elle ce type de décalage entre la performance individuelle et le naufrage collectif? Si on relie ça au contexte global de l'évaluation des talents, cette situation est du pain béni pour les cellules de recrutement adverses. Vraiment? Oui, car évaluer un joueur quand tout va bien est un exercice très trompeur en fait. La dynamique positive d'un groupe peut masquer énormément de lacunes individuelles. Le collectif vous porte. À l'inverse, briller dans une équipe qui lutte pour sa survie demande une structure psychologique très particulière. Une vraie force de caractère. Exactement. Dans un contexte de maintien, la consigne première de l'entraîneur est souvent de ne pas faire d'erreur, de sécuriser au maximum. L'instinct naturel d'un jeune joueur serait donc de se cacher,